Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 12 août 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les épreuves écrites des examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2024 vont débuter demain mardi 13 août 2024 ici à Niamey et dans les autres régions du Niger. Au total, 4 442 candidats se sont inscrits cette année au plan national. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a livré cet après-midi un message dans lequel il a souhaité bonne chance à tous les candidats. On l'écoute. Demain, mardi 13 août 2024, Inch'Allah, débuteront sur toute l'étendue du territoire national les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État, session 2024. Cette année, ils sont 4 442 candidats, dont 1 791 filles, soit 40,3%, répartis dans 17 filières différentes. Ils composeront dans 14 jurys, dont 10 à Niamey et un dans chacune des régions suivantes: Agadez, Maradi, Tawa et Zender. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'instar des autres examens, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de cette session 2024, conformément aux instructions des plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence Monsieur le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. J'exhorte tous les candidats à ne compter que sur eux-mêmes et à éviter tout acte répréhensible pouvant avoir des répercussions graves sur leur avenir. D'ores et déjà, toutes les mesures ont été prises pour sanctionner toute personne qui se rendrait coupable d'entorse au texte régissant ces examens. Tout doit se dérouler en toute transparence. Je profite pour exprimer toute ma gratitude aux plus hautes autorités et à tous les acteurs mobilisés pour que ces examens se passent dans de très bonnes conditions. Bonne chance à toutes et à tous. Vive l'école nigérienne, vive le Niger. C'était là donc le message du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou. C'est donc un message à l'occasion des épreuves des brevets des techniciens supérieurs BTS d'État qui vont débuter demain, le mardi 13 août 2024 sur l'ensemble du territoire national. Restons dans le domaine éducatif et c'est pour parler de cette cérémonie de réception ce matin des 40 classes et 8 châteaux d'eau, donc des infrastructures réceptionnées par la ministre de l'Éducation nationale, des infrastructures donc qui sont mises à la disposition de plusieurs établissements scolaires de la capitale, nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. 40 salles de classe en matériaux définitifs et 8 châteaux d'eau réalisés sur fonds propres de l'État sous l'impulsion du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, sont à présent terminés. Ces infrastructures au profit de la région de Niamey n'a pas laissé indifférent l'administrateur délégué de l'arrondissement communal de Niamey 3, localité dans laquelle se trouve le CSG, Kalay Plateau, un des établissements scolaires bénéficiaires. L'autorité de la ministre de l'Éducation nationale pour les efforts fournis pour accomplir et respecter les engagements pris par le plan du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, pour redorer l'école nigérienne et lui donner les notes de noblesse. La population de Niamey, la personne des enfants comme de Niamey, tous ici en ma voix, vous remercie très sincèrement. Les populations, ces populations de Kalay Plateau, ces bijoux, ces joyaux sont à vous. Occupez-vous de ces bijoux, faites ça des vôtres, défendez-les comme vous défendez protéger vos propres maisons, pour l'avenir de nos enfants. Deuxièmement, au corps enseignant, faites de chacune de ces salles de classe un laboratoire dans lequel émergeront les élites du Niger. C'est le souhait de la plus haute autorité de redorer l'école nigérienne et de faire une éducation exemplaire et adaptée à nos réalités. En réceptionnant les clés,
très ravis de l'engagement des autorités, de la place de choix qu'ils accordent à l'éducation. Cet acte noble des autorités va contribuer significativement au changement du paysage de l'école, comme en atteste la ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. Ces classes construites en matériaux définitifs, accompagnées de forages d'eau, remplaceront les classes en paillotes et contribueront à changer le paysage de nos écoles et de garantir la sécurité à nos enfants. Ces classes, mesdames et messieurs, aideront également à améliorer les conditions et la qualité des enseignements-apprentissages au sein des écoles bénéficiaires. Distingués invités, comme vous le savez, le système éducatif nigérien n'est pas seulement confronté à des défis infrastructurels. Il est aussi affecté par le décalage existant entre d'une part le contenu de nos programmes et d'autre part les réalités de notre pays. Fort de ce constat, le chef de l'État, dans la lettre de mission, nous a instruit d'identifier les voies et moyens permettant de mettre un terme à ce décalage. Et notre département ministériel a d'ores et déjà commencé l'analyse des réformes curriculaires devant aboutir à une relecture profonde de nos programmes éducatifs afin de les rendre conformes à nos réalités et désirs de souveraineté. Pour cette première phase, ce sont 8 établissements scolaires de toutes les 5 communes de la capitale qui ont bénéficié des salles de classe en matériaux définitifs et des châteaux d'eau. Les chefs d'état-major particuliers du président du CNSP, le colonel Ibro, a remis un témoignage à l'entreprise responsable des réalisations de ces infrastructures. Merci Ismaël Moumouni. La communauté internationale célèbre ce jour 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse avec comme thème central la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable. Une célébration dont le comité de jeunes de la Confédération nigérienne du travail CNT n'est pas resté en marche à cet effet. Il a organisé une conférence débat cet après-midi au siège même de la centrale syndicale. Et c'était sous le thème renforcement du pouvoir syndical pour une meilleure employabilité des jeunes en Afrique. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoudoumi. Magnifier la journée dédiée à la jeunesse de par le monde, c'est l'exercice auquel s'attelle le comité des jeunes de la Confédération nigérienne du travail CNT à travers la présente rencontre d'échange. Une rencontre visant à se pencher sur le renforcement du pouvoir syndical pour une meilleure employabilité des jeunes en Afrique, dont le secrétaire général de la centrale a souligné toute son importance. La conférence présente qui nous réunit a pour thème le renforcement du pouvoir syndical pour une meilleure employabilité des jeunes en Afrique, mais je dirais beaucoup plus au niveau local, au Niger, parce que nous avons besoin d'emplois, mais nous avons aussi besoin d'emplois décents. Nous avons besoin d'emplois sécurisants, d'emplois sécurisés. D'où la nécessité pour vous d'être beaucoup plus attentifs, mais aussi beaucoup plus contributifs pour qu'ensemble, vous puissiez discuter au cours de cette conférence, faire le point de ce qui se passe à l'heure actuelle dans les agences, mais aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ne pas oublier de placer le numérique au centre du futur. Pour sa part, l'une des responsables du comité de jeunes de la CNT n'a pas manqué de témoigner de leur gratitude au bureau exécutif de la CNT pour son soutien à leur comité dans le cadre de la commémoration de cette journée. Le thème retenu pour nos partenaires de la CSI en collaboration avec la CNV internationale est le renforcement du pouvoir syndical pour une meilleure employabilité des jeunes en Afrique. C'est alors avec joie que je m'adresse à vous, au nom du comité des jeunes de la CNT qui n'a ménagé aucun effort pour faire des activités cette journée une réussite. Cette activité de conférence
qui débute dans un instant ici même à la CNT. Nous terminons nos propos avec l'appel à l'endroit de la jeunesse au réveil général pour notre participation massive dans les instances de prise de décision. Notons qu'auparavant, le comité de jeunes de la CNT était la matinée durant à la rencontre de leurs militants de la place sur leur lieu de travail pour s'enquérir de leurs conditions de travail afin de mieux pouvoir se pencher à travers ce cadre sur leurs difficultés en vue d'y apporter les solutions qui s'imposent. Parlons santé à présent. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés donc au système de fonctionnement du cœur humain. Pour en savoir davantage, nous proposons de suivre les explications du professeur Ibrahim Ali Touré, médecin du service de cardiologie de l'hôpital national Amirou Boubacar ou CHU de Niamey. On l'écoute. Le cœur est un château d'eau. Pour tout château, il faut des canalisations. Et ces canalisations, ce sont les vaisseaux. C'est pour ça qu'on dit cardio et vasculaire. Donc les vaisseaux amènent le sang au niveau des différents tissus de l'organisme et leur permettent d'être irrigués par le sang dans lequel est dissous les éléments nutritifs, les ingrédients, les sels minéraux et le sang lui-même pour lui permettre de continuer à fonctionner. Donc chaque organe reçoit la quantité de sang qu'il lui faut pour fonctionner normalement. Donc les vaisseaux, ce sont ces tuyaux-là qui jouent ce rôle. Les uns, ce sont les artères, ils amènent le sang jusqu'au niveau de l'organe pour qu'il prenne la quantité de sang et de nutriments qu'il lui faut pour faire son travail. Le tube digestif, l'estomac, les reins, la vessie, etc. Tout le cerveau, tous les organes de l'organisme. Et quand ils ont fini, ces vaisseaux qui amènent le sang, ce sont donc, je vous ai dit, les artères. Et quand l'organisme a fini de faire son travail, il y a d'autres tuyaux qui ramènent le sang vers le cœur. Et ces tuyaux s'appellent les veines. Donc l'organisme a fini de travailler et ce qu'il n'a pas utilisé et d'autres ingrédients. Donc normalement le sang qui part à l'organe est riche en oxygène et en sels minéraux et différents ingrédients que la partie de l'organe où il arrive prend ce dont il a besoin pour faire son travail et les veines vont ramener ce qu'il n'a pas utilisé et éventuellement quelques éléments tels que le gaz carbonique pour les ramener au niveau du cœur droit et ce cœur droit-là va pomper et va amener le sang au niveau des poumons pour être réoxygéné quand la personne respire et à ce moment elle va s'enrichir de sang et il va passer au niveau des cavités gauche. Le cœur a deux parties, la partie qui est la partie gauche, oreillette et ventricule, et la partie droite qui a aussi une oreillette et un ventricule. Donc le sang va sortir donc du ventricule gauche à travers l'aorte pour aller irriguer tous les organes et avec les veines il revient au niveau du ventricule droit qui va réoxygéner, envoyer ça au poumon, il va être réoxygéné, puis après il va être envoyé au niveau de la cavité gauche, les oreillettes, puis le ventricule gauche, et il va être redistribué. C'est comme ça la mécanique. Il y a une station d'épuration qui recharge le sang en oxygène et cette station d'épuration est en grande partie jouée par le poumon et une deuxième station d'épuration qui est le rein qui va aussi faire sortir un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été utilisés. Et bien sûr à travers la peau aussi qui est la troisième station d'épuration également à travers la transpiration. C'était à l'instant donc les explications du cardiologue professeur Ibrahim Ali Touré sur le fonctionnement du cœur humain. Nous sommes pendant la saison de pluie, il pleut abondamment sur l'ensemble du territoire national. Cet après-midi aussi ici, dans certains quartiers de Niamey, il a plu. Ces précipitations enregistrées ont malheureusement occasionné des inondations à Niamey. C'est à l'image de Gabougoura où les habitants se trouvent actuellement les pieds dans l'eau. Une situation très difficile.
Reportage avec notre équipe composée de Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Pieds dans l'eau, maisons inondées, inquiétude, telle est la situation dans laquelle végètent les habitants du village de Gabgoura, localité située dans l'arrondissement communal Niamey 1. Cette situation fait suite aux précipitations enregistrées dans l'après-midi du lundi 12 août 2024. Ces averses ont plongé la population de Gabgoura dans le désarroi, comme en atteste le chef du village. Comme dit l'adage, tout le village a les pieds dans l'eau. Ça a commencé dans les environs de 17 h. Et vraiment, nous, au début, on croyait que c'était une petite pluie de nuages, des averses. Mais au fur et à mesure, l'eau s'est intensifiée. Et si vous avez fait le constat, ça a pris le périmètre à partir de l'Osugungu pour aller à Tondibia, en remontant par Koubia et autres là. Sinon, la ville de Niamey n'est pas aussi touchée. Et depuis que nous avons connu ces genres de pluie, en tout cas aujourd'hui, c'est la plus grande pluie, en tout cas de l'année 2024, que nous avons enregistrée au niveau du village de Gabgoura, qui dépasse les 120 mm. Les conséquences, nous ne pouvons donner des chiffres qu'à partir de demain. Aujourd'hui, les gens viennent dire l'effondrement de leur maison, mais c'est demain que nous pouvons faire le déplacement pour certifier réellement le nombre de maisons effondrées et faire la situation pour communiquer aux autorités compétentes. Le village de Gabgoura est victime des inondations répétitives, une situation qui résulte du manque de système de drainage des eaux, comme l'explique le chef du village. Vous voyez, depuis 2017, Gabgoura fait toujours face à des inondations. Et c'est des inondations répétitives. Chaque année, en tout cas, fait ses dégâts. Nous avons fait des cris de cœur. Nous avons ce goudron-là. Vous avez vu, ceux qui sont de l'autre côté ne sont pas touchés. Tout le problème réside au niveau de la route nationale qui n'a pas suffisamment d'ouvrage pour faire exfiltrer l'eau vers le fleuve. Donc voilà le problème auquel nous sommes, et c'est les conséquences des hommes et de ceux qui vraiment ont fait cette route-là, parce qu'on devrait tenir compte du terrain en utilisant au maximum les lignes de Talweg. On sait que ces lignes de Talweg sont des sources d'approvisionnement d'eau. On devrait quand même avoir au moins 3 ouvrages sur cette route nationale, sur le tronçon Gabgoura, pour pouvoir faire exfiltrer l'eau. Malheureusement, nous n'avons qu'un seul. Et vous savez, pendant la saison de pluie, tout ce que ça amène comme bagages, déchets et autres avec, et à n'importe quel moment, il peut être obstrué. Et voilà la conséquence de ce qui est en train de se passer actuellement. Les habitants du village de Gabgoura lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités, mais également de bonne volonté, afin de mettre fin à leur calvaire répétitif. La Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, en collaboration avec la Fédération africaine de football, la CAF, organise depuis ce lundi matin un atelier de formation sur la plateforme en ligne des licences club de la FENIFOOT. Cet atelier national a réuni tous les représentants de la Super League nationale. Reportage Nafisa Yahya et Abokar Soleil. La Confédération africaine de football CAF, que la Fédération nigérienne de football FENIFOOT organise cet atelier national de formation sur la plateforme en ligne de licence de club de la FENIFOOT. Occasion pour le président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibrillahima Hamidou, de faire l'historique de ce système avant de rappeler l'objectif visé par la CAF en initiant cette formation. Ce système a commencé depuis une dizaine d'années. En fait, la CAF a initié et commencé à appliquer ce système-là depuis une dizaine d'années. D'abord au niveau des clubs de l'élite, donc masculine, qui a été étalé après sur les clubs au niveau, en tout cas, de les compétitions interclubs de la CAF. Et aujourd'hui,
L'objectif de la CAF, c'est que ça soit appliqué au niveau, à l'échelon national dans chaque pays, notamment dans les championnats, au niveau du championnat national. En ce qui nous concerne, je pense que nous allons aller dans la première saison au niveau de l'élite d'abord masculine, c'est-à-dire la Super League. C'est ce qui explique votre présence aujourd'hui dans cette salle. Le Niger aurait dû être un des premiers pays à faire ce séminaire-là, cette formation, parce que personnellement, en tant que membre du comité exécutif et vice-président de la commission Inter 2, j'ai eu l'honneur de présider le premier atelier continental, à ouvrir en tout cas le premier atelier continental concernant l'application donc de cette licence-là, donc de ce club-là. Ce système, une fois maîtrisé par ses futurs utilisateurs, permettra une forme de professionnalisation de nos clubs. Ça veut dire quoi? En dehors des résultats sportifs, ces critères-là aussi rentreront en compte pour qualifier un club au niveau de l'élite, au niveau d'une catégorie qu'on déterminera. Puisqu'il en découlera, je pense, je parle sous les ailes des techniciens qui sont là, il en découlera en tout cas un règlement national sur la base duquel on appliquera donc ces critères-là. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. La FIFA et la CAF font faire certaines choses en ligne. Vous n'avez pas besoin de passer forcément par la maison mère. Quand le club ne suit pas, la CAF ou la FIFA, eux verront qu'ils ont envoyé en ligne, vous n'avez pas réagi, ils appliquent les textes. C'est pourquoi le président de la FENIFOOT a exhorté les participants à être assidus aux travaux. Pour rappel, cet atelier de 2 jours a vu la participation de tous les représentants des clubs de la Super League de football du Niger. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.